Eh bien, bonjour Vincent, je suis très content de t'accueillir là pour cette première en fait, puisque c'est une nouvelle initiative d'Espace Marx, évidemment, de continuer à investiguer le réel et de regarder un petit peu ce qui se passe à la fois dans les entreprises, dans les quartiers, mais aussi du côté des élus. Donc tu es le premier élu alors nous en avons interviewé d'autres, mais dans d'autres cadres, je dirais, mais là en tant qu'élu. Et donc, je suis très content de t'accueillir pour nous parler un petit peu de toi, de la manière dont tu as investi, je dirais, tes responsabilités, des problèmes que tu rencontres, je dirais, des problèmes auxquels tu es confronté, et nous faire vivre un peu tout ça dans une période qui n'est pas évidente où bon, tu étais en retard, mais c'est pas pour te critiquer, mais c'est que manifestement, ton agenda, il est très occupé et tu as beaucoup de monde à rencontrer régulièrement. Et puis, dans une période où les crédits sont de plus en plus resserrés au niveau des collectivités locales, ce qui, effectivement, n'est pas sans répercussion sur les possibilités d'agir et sur les possibilités de répondre aux attentes des populations. Donc, Vincent Morin, à toi la parole. Bonjour, tout d'abord, merci pour l'organisation de ce temps d'échange. C'est important que les élus soient aussi en situation de faire un peu un retour sur eux-mêmes, mais surtout sur leur mandat, parce que nous sommes des représentants élus du peuple. Et pour ce qui me concerne, j'ai deux mandats, un mandat d'élu municipal, adjoint au maire, et un mandat de conseiller départemental. Et les occasions ne sont pas très fréquentes de pouvoir expliquer pourquoi on est là, ce qu'on fait, nos difficultés, nos projets et comment on gère, en gros, des contradictions, puisque comme toute chose, les contradictions doivent nous mobiliser. Je vais commencer par mon parcours, si vous voulez bien. Donc moi, je suis militant politique depuis très longtemps, puisque j'ai commencé à militer à la jeunesse communiste au lycée de l'Aréole, où j'avais un cercle de la JC dans le village, dans la ville de l'Aréole, et où j'étais, pour mon lycée, le responsable de l'activité au lycée, et notamment de l'activité de diffusion du journal Avant-Garde. Avant-Garde, à l'époque, était un bi-hebdomadaire, un hebdomadaire quasiment, pardon, deux fois par mois, je ne sais pas comment on dit, bimensuel. Et donc, on avait bien sûr la possibilité de vendre ce journal aux lycéens. Et petite anecdote, comme j'étais jeune militant et puis pas beaucoup plus timide qu'aujourd'hui, il m'arrivait de ne pas le vendre. Qu'est-ce que je faisais? Je prenais sur mon argent de poche et j'achetais le journal et je le laissais au foyer des lycéens. Ce qui au final était beaucoup plus positif puisque du coup le journal avait un rayonnement public dans le foyer du lycée. J'ai donc milité à la JC de l'âge de 17 ans jusqu'à tard, puisque j'ai ensuite acquis des responsabilités départementales et nationales. Et j'ai même été permanent de la jeunesse communiste dans le département de l'Essonne, où j'ai commencé ma carrière d'instituteur. J'ai été permanent un an et demi et j'étais sur la ville de Massy-Palaiseau. Voilà, et j'étais au Conseil national de la JC. Et je me rappelle que j'aidais à l'époque le département de l'Oise, euh, tout près de l'Essonne. Ensuite, j'ai eu ma mutation pour Bordeaux. Je suis resté à la JC en 1985. Et là, j'ai été vite secrétaire départemental de la jeunesse communiste. J'étais plus permanent, bien sûr, mais j'ai été secrétaire d'une fédération de la JC qui était une des plus nombreuses de France. Il y a eu jusqu'à 1400 adhérents à mon époque. Donc, c'est la fin des années 80, entre 85 et 90, et avec une période d'engagement assez fort pour la jeunesse communiste autour de la mobilisation pour la libération de Nelson Mandela et contre l'apartheid. C'est ce combat qui m'a particulièrement mobilisé dans ces années-là et sur lequel j'ai construit à la fois
mon militantisme, mais aussi un début de notoriété, puisque dans ces années, j'ai aussi été pour la première fois candidat à une élection. Je crois que c'était une élection régionale où je figurais sur la liste de Jean Barrière à l'époque. Et c'est à ce moment-là aussi que j'ai eu un engagement très fort au niveau des quartiers populaires, puisque fin des années 80, j'habitais une cité populaire qui s'appelle Les Aubiers, qui existe bien sûr toujours et qui a très vite valu que j'étais à la fois un militant de la JC, mais aussi j'étais un des responsables du PCF euh, dans cette, euh, dans cette cité où il y avait une cellule très, très active. Euh, voilà, donc une immersion assez rapide dans la réalité de ce qu'est un territoire. Pour vous dire, j'étais aussi instituteur à l'école des Aubiers. Et le matin, j'habitais au 15e étage et je prenais l'ascenseur avec les parents d'élèves et mes élèves euh, pour aller à l'école Lac 2 à l'époque. Et donc, j'étais vraiment en immersion dans la cité, à la fois sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan politique. C'est l'époque où de grandes campagnes du Parti communiste avaient lieu, au-delà des campagnes internationales dont j'ai parlé, je reparlerai. C'était l'époque aussi où on travaillait beaucoup l'accès au droit au logement et notamment contre les expulsions. Je me souviens avoir mené plusieurs batailles contre les expulsions locatives, avec notamment une affiche qui comprenait un panneau de sens interdit avec le slogan Cité interdite aux huissiers. C'était une campagne forte qui consistait à s'opposer à ce que la crise provoque des expulsions locatives sur l'autel de la pauvreté. Euh, Toujours sur la lutte contre les expulsions. Dans cette cité, j'ai deux souvenirs de grosses batailles publiques contre deux expulsions. Le premier, c'était un couple de Sénégalais qui devait être expulsés avec leur enfant parce que leur titre de séjour n'avait pas été renouvelé. Et je les connaissais comme ça, ce n'étaient pas des gens engagés. Mais c'est moi qui leur ai dit, au moment où leur bagage était déjà à l'aéroport, qui leur ai dit, vous n'allez pas partir comme ça, on fait une pétition dans la cité et, vous serez pas et on va tout faire pour que vous ne soyez pas expulsés. Et ça a effectivement été une réussite parce que la cité a été très émue par la situation de ce jeune couple avec leur bébé. Et in fine, ben, à l'aéroport, ça s'est réglé en quelques minutes. L'avion était prêt à décoller et eux ne sont pas montés dans l'avion. Ils avaient l'autorisation de rester à Bordeaux. Et le deuxième exemple qui a été plus médiatisé, c'était au moment de la double peine. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était directement lié aux lois Pasqua à l'époque. Un habitant des Aubiers, d'origine algérienne, était menacé d'expulsion après avoir purgé une peine dans une prison de Dordogne, euh, laissant sa femme et ses quatre enfants seuls dans la cité. Et je me souviens avoir participé à un collectif, et on a même impulsé la création d'un collectif dans lequel se retrouvaient des prêtres ouvriers, se retrouvaient des militants de gauche et d'extrême gauche, et bien sûr la cellule du Parti communiste, qui était la seule organisation politique organisée dans cette cité. Là, on est déjà dans les années 90, fin des années 90. On a mené une bataille assez forte sur un sujet pas évident, parce que empêcher quelqu'un d'être expulsé alors qu'il a commis un grave délit, c'était autour du trafic de drogue, c'était pas évident. C'était pas évident et on a réussi à, du coup faire monter le niveau de débat sur les droits de l'homme et sur la notion de double peine. Euh, et au final, on a créé la mobilisation qui a pris diverses tournures. Euh, En particulier, on avait organisé un bus pour se rendre avec sa femme et ses enfants à la prison de Dordogne, qui partait de la cité pour aller à la prison, en solidarité avec Khalifa. On avait bien sûr fait venir les médias, etc. Mais tout le monde était assez surpris de la façon
dont les gens de la cité, dans leur diversité culturelle et politique, adhéraient à cette cause humaniste qui était de ne pas séparer une famille et de ne pas soutenir la notion de double peine. Monseigneur Gaillot est venu en solidarité à Bordeaux. Gérard Boulanger, l'avocat, un des avocats du procès Papon, est venu aussi et a pris fait et cause pour Khalifa. On a eu du coup plusieurs initiatives très, très fortes. Au point que, au moment où on portait les pétitions à la préfecture, on était accompagné à l'époque de notre camarade Jean-Jacques Paris pour le département. Le cabinet du préfet qui nous a reçus nous a annoncé, mais tel que je vous le dis aujourd'hui, si on va reculer sur l'expulsion de ce monsieur, c'est simplement parce que le niveau de votre mobilisation menace l'ordre public. Donc en fait, on avait tellement bien mobilisé qu'on menaçait l'ordre public alors qu'on n'a jamais fait d'action d'éclat particulière ou de violence ou de destruction ou quoi que ce soit. Mais c'était une mobilisation très large, très populaire, très humaniste et du coup, ça a ébranlé l'ordre établi et donc il n'a pas été expulsé. Ça a été une grande victoire pour la cité. Ça, c'est un deuxième exemple. Et enfin, puisqu'on parle de la cité, et je fais le lien avec mon mandat aujourd'hui, tout ce qui concourait dans une cité populaire et tout ce qui concourt aujourd'hui encore, mais la situation s'est fortement dégradée en termes de mobilisation et de solidarité. Tout ce qui concourait à faire lien social, à faire politique, à mobiliser sur des actions où on élève le niveau du débat, avec une présence régulière de tracts, d'affiches, de points de rencontre. C'était l'époque où on avait un point de rencontre avec l'humanité toutes les semaines au pied de la cité. On organisait des fêtes du parti dans la cité tous les ans. On avait une grande fête du parti avec un débat, un concours de boules et un concert. Et le débat était bien suivi. Euh, tout ce qui concourait à ça permettait de faire prendre de la hauteur. Ce qui fait qu'après, au niveau électoral, quand on regardait à cette époque-là, fin des années 80, début des années 90, la montée en force des scores du Front National à l'époque dans certains quartiers populaires, mais il se trouve qu'aux Aubiers, le Front National n'a jamais décollé. Il n'a jamais pu décoller parce qu'il n'a pas pu occuper une place liée à au rejet de l'autre, liée à la démagogie, au populisme et à la façon dont aujourd'hui on s'appuie sur le fait divers pour monter les gens les uns contre les autres. Et c'est une époque, du coup, où le score du PCF, en revanche, malgré un taux d'abstention qui était déjà fort et qui est encore plus fort aujourd'hui, faisait des scores très intéressants. Parce que je me rappelle à l'élection cantonale de 1993, j'étais arrivé en deuxième position derrière la candidate socialiste qui était Ghislaine Boeuf, la fille de Marc Boeuf, après le décès de son père. J'étais arrivé en deuxième position, loin devant la première de droite, qui était Simone Noailles, que vous avez connue, qui était la madame adjointe aux affaires sociales de Chaban à l'époque. Et ça avait beaucoup choqué Simone Noailles. Elle était pas, elle savait que c'était une cité qui votait à gauche, donc elle n'était pas surprise de ne pas être élue. En revanche, elle était surprise de ne pas figurer au second tour et vraiment, elle était très en colère d'être devancée par un communiste. Ça lui était jamais arrivé dans les quartiers populaires où, vous vous rappelez, elle faisait beaucoup de clientélisme, elle portait les petits chocolats aux petits vieux, elle faisait du porte-à-porte, c'était une militante, hein, Simone Noailles, c'était pas qu'une femme de dossier. Voilà, donc c'est des petites anecdotes, mais qui montrent qu'à un moment donné, on peut aussi asseoir un militantisme politique et du coup une carrière politique. Parce que quand j'arrive aux Aubiers en 2020 comme maire adjoint, et qu'il se passe le drame dont vous vous rappelez avec l'assassinat du petit Lionel au pied de la cité, donc c'était en décembre 2020, et que je réunis tous les acteurs sociaux en tant que maire de quartier dans un gymnase
pour essayer de mettre des mots sur ce qui s'était passé et d'interroger nos politiques publiques, associatives, citoyennes, pour essayer de déceler ce qui n'avait pas marché ou qu'est-ce qui pouvait être pour nous un moyen de revoir un certain nombre d'actions publiques, ben, je peux vous dire que de fait, ma prise de parole avait pas simplement le poids de mon mandat de maire de quartier, mais avait aussi le poids de ma connaissance parfaite d'une cité populaire, de ma légitimité militante dans la cité, et du coup d'une forme d'autorité naturelle acquise par des années d'implantation politique. J'ai oublié de dire qu'évidemment, entre les années, début des années 2000 et mon élection comme adjoint en 2020, j'ai eu 13 ans de mandat d'opposition. J'étais dans l'opposition d'Alain Juppé, nous étions deux élus communistes. D'abord, j'étais avec Claude Méliès, puis avec Nathalie Victor Etali. Et donc, du coup, pendant 13 ans, je me suis forgé aussi une expérience d'élu, d'opposition certes, avec du coup peu de pouvoir, mais une expérience d'élu capable à la fois de prendre du recul et de travailler un certain nombre de dossiers, bordelais et métropolitains. Mais du coup, ça a aussi concouru à une forme de notoriété et de respectabilité liée au fait d'avoir eu une période parfois dure d'élus d'opposition face à Alain Juppé que tout le monde connaît et dans des conditions parfois difficiles compte tenu de la façon dont il ne répondait pas ou dénigrait souvent l'opposition quelle qu'elle soit. Voilà. Et enfin, dernière chose qui a vraiment contribué à mon engagement, et qui du coup fait que j'ai peut-être une formation très complète par rapport à d'autres, et c'est évidemment pas une critique sur d'autres élus et d'autres parcours, mais c'est une réalité me concernant, c'est que j'ai aussi eu des responsabilités syndicales. D'ailleurs, je vois que Vincent et Pierre, qui sont là, m'ont connu aussi à cette époque où j'ai participé à la création du SNU-IPP, syndicat du premier degré des enseignants, et donc de la FSU. Et j'ai été secrétaire adjoint du SNU-IPP au plan départemental, donc dans les années 90-95, oui, 93, 96. Et en 97, je deviens secrétaire de la FSU en remplacement d'une des charismatiques créatrices du syndicat qui était Marie-Claude Stevenson, professeure au lycée Jean Moulin de Langon et responsable du SNES. Donc là, j'accède à la direction de la FSU. Ben, lors d'un congrès, je le dis parce que c'est bien Pierre Laborde hein, que j'ai vu. Non, c'est pas Pierre Laborde, excuse-moi, dans ceux qui sont là. Au lycée agricole de Blanquefort, puisque dans la FSU, il y avait le syndicat des profs de lycée, profs et personnel technique de l'enseignement agricole qui s'appelle le SNETAP. Et on organise ce congrès avec Pierre Laborde au lycée agricole, son lycée agricole. Et c'est là que je suis désigné responsable départemental de la FSU et je vais rester secrétaire de la FSU de 97 jusqu'à mon élection au conseil municipal en 2001, donc élu d'opposition. Donc j'ai eu 4 ans d'exercice à la tête de la FSU dans des contextes évidemment que vous imaginez, de nouveaux syndicats, mais avec une montée fulgurante de son influence dans le monde de l'éducation jusqu'à obtenir la première place au niveau de la représentativité dans l'éducation nationale, mais aussi dans d'autres ministères. Donc c'était évidemment quelque chose de très captivant, très formateur aussi, puisqu'il fallait aussi gérer au sein de la FSU les tendances, les contradictions, voilà, les différences de syndicats, donc syndicat premier degré, syndicat second degré, les habitudes, les histoires n'étaient pas les mêmes, donc il fallait être assez rond, c'est peut-être pour ça qu'ils m'ont choisi, pour essayer de faire que tout le monde arrive à travailler ensemble voilà, tout ça dans un contexte aussi de forte personnalité à l'époque syndical, qui fait que tout le monde n'était pas forcément
euh, avec des aptitudes à travailler avec les autres. Je crois que Vincent Taconnet se doute de quoi je parle concernant concernant certains syndicats. Donc voilà un peu mon expérience jusqu'à le mandat de maire adjoint en 2020. Donc j'habite toujours le quartier de Bacalan, parce que j'ai fait Les Aubiers puis Bacalan. J'ai été 24 ans directeur d'une des plus grosses écoles du quartier, l'école Charles Martin, qui, par cette expérience aussi professionnelle, m'a permis euh, de m'asseoir et de comprendre et interagir sur un territoire. Euh, j'étais, j'ai été vite aux côtés de Pierre Tachou, euh, créateur de l'association Vie et Travail à Bacalan, parmi les responsables de cette association. Et donc, j'ai contribué avec cette association à avoir une vision d'un territoire populaire en mutation, mais en intervenant pour que cette mutation ne se fasse pas au détriment des populations les plus ouvrières, on dirait aujourd'hui de la gentrification. Euh, on a été à l'initiative de beaucoup de mobilisations permettant de sauvegarder l'outil industriel portuaire dès les années, début des années 2000. On a été à l'origine de mobilisations pour sauvegarder la poste du quartier de Bacalan, menacée de fermeture sur l'hôtel de la réduction des établissements par la Poste au plan national et départemental. Et on a été à l'origine d'une mobilisation très forte au moment de l'arrivée du tramway, où en 2003 ou 2005, je ne sais plus, il n'était plus question que le tramway vienne jusqu'à Bacalan pour des questions financières, et le tramway devait s'arrêter au bassin à flot. Et c'est une mobilisation qu'on a menée donc avec donc les élus communistes de la métropole, les associations du quartier, pour mobiliser le quartier afin d'obtenir que le projet de tramway desserve, comme l'indiquait son cahier des charges, desserve le quartier politique de la ville de Bacalan. Et on a fait reculer à la fois Alain Juppé, qui était maire de la ville, mais aussi Alain Rousset, qui était président de la métropole à l'époque. Et au final on a obtenu que le tramway vienne bien jusqu'au au cœur du quartier de Bacalan. Ça a été une vraie bataille parce qu'il y a eu plein d'événements un peu techniques qui ont perturbé tout ça, le franchissement des écluses. Ils nous ont raconté plein de choses qui retardaient toujours euh, la décision finale. Mais la décision finale, on a bien fait d'être ferme. Elle a été en faveur de la mobilisation. Et toujours sur les questions économiques et de mobilité, on a été également à l'origine, quand je dis on, c'est les élus communistes, le parti communiste et les associations, et singulièrement d'autres élus, notamment les élus socialistes. On a été à l'origine d'une mobilisation pour sauvegarder l'activité portuaire sur les bassins à flot, et notamment éviter la fermeture des formes de radoub, qui sont quelque chose d'assez exceptionnel pour une grande ville européenne en cœur de ville, à une époque où Alain Juppé avait une vision du développement de Bordeaux que par un axe des quais, un axe urbain qui partait des quais pour aller jusqu'au lac, en passant devant les bassins à flot, mais uniquement sur l'aspect urbain, loisirs et tourisme. Il avait complètement sorti de son logiciel euh, toute perspective possible d'avoir une activité économique en lien avec le fleuve, permettant notamment la réparation et la maintenance navale. Là encore, c'est la mobilisation du quartier qui fait qu'à un moment donné, on a pu faire bouger les lignes à la fois sur la métropole et sur la ville de Bordeaux. D'abord en sauvant la grande écluse capable d'accueillir quasiment des paquebots, sauver la grande écluse qui était menacée, puis sauver les formes de Radoub, et du coup inscrire dans le plan d'aménagement d'ensemble porté par Nicolas Michelin le pôle naval comme poumon économique fort de nouvelles ambitions pour les bassins à flot.
Et ça, c'est une sacrée victoire parce qu'il a fallu à la fois euh, se battre contre les décideurs politiques, mais aussi se battre contre les promoteurs immobiliers qui voyaient dans les bassins à flot, le quartier des bassins à flot, un nouveau terrain de jeu permettant de rentabiliser le foncier par la création d'appartements et par la vente du foncier très génératrice de profit. Euh, et donc, il a fallu, du coup, avoir à la fois être fort avec la population de Bacalan, mais aussi accompagner. Et là, tout n'est pas réglé encore, parce que du coup, ça y est, le quartier est quasiment occupé à 90%. Aussi accompagner les nouveaux résidents à cette idée d'avoir un quartier de mixité fonctionnel, où on peut avoir de l'activité portuaire, on peut avoir des loisirs, on peut avoir du musée, on peut avoir des commerces, mais l'activité portuaire reste le poumon du site. Certains disaient le génie du lieu, c'est évidemment les bateaux et leur réparation. Et donc, il a fallu aussi convaincre les nouveaux habitants de cette possibilité de faire vivre les choses, puisqu'on a eu droit à toute une campagne, notamment de M. Fradin, qui a le musée mer marine juste en face du pôle naval, qui a tout fait pour, y compris des recours en justice, hein, pour éviter que le pôle naval ne se développe et qui aujourd'hui encore joue un rôle de mobilisation des habitants et notamment des syndics de copropriété pour éviter que le port développe de nouveaux projets. Et actuellement, il a de nouveaux projets assez vertueux et du point de vue de l'emploi et du point de vue écologique, de la transition écologique, parce que on peut être très vite un pôle expérimental du développement de l'énergie motorisation hydrogène sur Bordeaux. Et le pôle naval jouerait un rôle important dans ce développement. Mais je vous dis, il y a encore un bras de fer. Voilà. Et depuis que je suis élu, maire de quartier, évidemment, je passe énormément de temps hein, à essayer de bien montrer que une ville, ça se construit, au début je parlais de contradiction, mais ça se construit aussi avec des approches qui peuvent être différentes selon qu'on est attaché à l'intérêt général ou qu'on est que arc-bouté sur les intérêts particuliers, individuels. Donc voilà, c'est un exercice qu'il faut mener, qui est pas simple. Hein. Vous avez peut-être vu dans l'actualité, on a des propriétaires de péniches se sont constitués en collectif et qui refusent le développement du pôle naval. Pourquoi? Parce que la conséquence sera le déplacement de leur péniche du bassin numéro un, qui est le bassin d'activité, vers le bassin numéro 2, qui est le bassin de plaisance. Et ces pénichiers, ces propriétaires ne veulent pas se déplacer. Pourquoi? Parce que depuis 20 ans, on leur disait rien, on ne leur demandait même pas d'augmentation de redevances. Ils avaient acquis une certaine liberté pour investir le quai, pour privatiser, entre guillemets, les berges et les lieux. Et aujourd'hui, bah, ils ne comprennent pas, ils refusent ce projet du port. Voilà, ils estiment que c'est trop rapide, qu'ils ont mal été accompagnés et qu'ils vont perdre, entre guillemets, une qualité de vie en déménageant sur le bassin numéro 2. Donc il y a voilà, un vrai sujet. Moi, j'ai pas pris position dans ce débat qui maintenant est entre les mains de la justice. Mais j'ai œuvré, pour entendre les habitants des péniches, qui, pour certains, sont vraiment dans une situation difficile du point de vue financier, et donc verraient effectivement une difficulté à déménager parce que n'ayant pas les moyens et de supporter la hausse de la redevance et tout cela cumulé avec les frais inhérents à l'entretien de leur péniche. Mais j'ai surtout œuvré pour que le dialogue reprenne entre les péniches et le port, puisque c'est le port qui a évidemment la main sur l'occupation du domaine public maritime. Euh, voilà. Et les choses sont encore une fois en bonne voie, puisque voilà, j'ai cru comprendre que le port était prêt à regarder au cas par cas et à essayer d'accompagner au mieux ce déplacement. Voilà pour prendre un petit exemple de l'actualité, mais j'ai plein d'exemples dans mon mandat du quotidien, donc je vais plutôt vous laisser poser des questions si vous voulez bien.
Bien, mais écoute, merci un peu pour tous ces éléments de présentation. Est-ce que Michel ou Vincent ou Marc, vous souhaitez intervenir ou poser une question, ou Nicolas même, hein, ou Marc? Vincent, il faut que tu remettes ton micro, hein, je vous ai coupé les micros. Euh, Vincent, tu as évoqué brièvement les deux mandats différents que tu as exercés, c'est-à-dire celui d'élu de l'opposition sous le règne de Juppé et de Florian. Et Non, puis, j'étais plus. tu y étais plus. Bon, donc de Juppé. Et, et puis après, dans la majorité actuelle municipale. Et donc, est-ce que tu peux préciser un peu si, à ton avis, la différence est grande entre ton mandat d'élu municipal d'opposition et celui d'adjoint au maire de la majorité, ou si tu y vois une forme de continuité. Alors, c'est effectivement une bonne question. Euh, Quand on est élu d'opposition, on a une, une disposition à chercher dans le développement de la politique municipale ce qui est incompatible avec une politique de justice, d'égalité, de territoire, etc. Et donc, on va chercher dans les délibérations des éléments permettant d'afficher en conseil municipal une opposition à une délibération, ou en tout cas une volonté de modifier le sens de la délibération dans un esprit de démocratie, de réponse aux besoins de services publics, etc. On est parfois dans des postures qui renvoient souvent d'ailleurs à des sujets de politique nationale et qui, une fois que l'on revient dans son quartier, n'est pas forcément, euh, comment dire, n'est pas forcément utile à des mobilisations de quartier. Pourquoi? Parce que après, l'élu d'opposition, eh ben, il n'anime pas. Il n'anime pas des réunions de quartier. Il n'a pas la légitimité de parler pour la ville. Il n'a pas de réunion de travail avec les services, avec les gens qui ont quelque part travaillé, étudié les dossiers. Il se retrouve uniquement avec, une fois par mois, des délibérations sur lesquelles il n'a pas eu prise pendant le mois ou les mois précédant la délibération. Euh, et du coup, on est identifié, élus d'opposition, comme des gens euh, porteurs de grains de sable, de jugements parfois péremptoires sur la politique menée par la majorité. Il faut bien comprendre qu'il y a élus d'opposition, c'est qu'on est minoritaire, que les Bordelaises et les Bordelais dans un système électoral évidemment qu'on peut contester, on choisit de mettre le camp adverse en position majoritaire. Aujourd'hui, je suis dans le camp majoritaire. Et le camp majoritaire oblige, que le camp d'opposition. Euh, et quand on est dans la majorité municipale, on a le devoir de porter les engagements qu'on a pris dans la campagne municipale et de faire avec les contradictions dont je vous parlais tout à l'heure sur le fait qu'on n'est pas une majorité uniforme, on a des sensibilités au sein d'une majorité plurielle qui fait que sur tel ou tel sujet, bah, l'étiquette, entre guillemets, la couleur communiste devra essayer de s'exprimer par rapport aux autres forces de la majorité. Je vais vous donner un exemple qui est tout récent, c'était au dernier conseil municipal. Euh, je suis intervenu au nom du groupe pour voter contre une délibération. C'est très rare que dans une majorité, les membres de la majorité votent contre. En général, on a une espèce de discipline majoritaire qui fait on valide la délibération portée par le maire. On a eu d'autres occasions en interne de débattre, de la contester, etc. Mais in fine,
on est minoritaire dans la majorité, et donc on se plie à la loyauté de la majorité. Là, pourquoi on ne s'est pas plié, qu'on a voté contre, on ne s'est même pas abstenu, on s'abstient hein, sur certaines délibérations liées aux ressources humaines, liées au service public, on s'abstient sur certaines délibérations régulièrement. Là, on a voté contre tout simplement parce on estimait que la ville franchissait un cap en termes d'abandon du service public qui était incompatible avec l'étiquette de gauche que nous imprimions dans la politique municipale, puisqu'on transformait une crèche municipale, publique, en une DSP, délégation de service public, en faveur d'un groupement qui, du coup, sera de l'ordre du concurrentiel, puisque délégation de service public, on met en concurrence des porteurs de projets sur la base d'un cahier des charges, mais du coup, on n'a plus de gestion directe par la municipalité de la crèche, même si évidemment le cahier des charges est très strict et contrôlé, etc. Donc là, du coup, on a voté contre. Voilà, et nos camarades de la majorité préféraient qu'on s'abstienne. Euh, puisqu'on s'abstient généralement sur le renouvellement des DSP, on s'abstient, parce qu'elles avaient été décidées par la mandature précédente, par la droite. Donc là, on remet les DSP, on s'abstient, c'est pas la faute à la majorité d'aujourd'hui. Bon, voilà, et tout le monde n'a pas le courage de revenir en arrière. Donc, et on est que 3 élus communistes sur 48 de la majorité. Donc on s'abstient, parfois on intervient, parfois on n'intervient pas. En tout cas, c'est une position qui est comprise par le maire et acceptée. Là, le vote contre, c'était un pas supplémentaire, qui d'ailleurs s'est appuyé également sur le vote contre des organisations syndicales qui ont été consultées en comité paritaire, qui elles aussi n'ont pas validé le fait qu'on se débarrasse, entre guillemets, d'une prise directe de responsabilité sur une crèche. Voilà, c'est juste cet exemple que je voulais prendre parce qu'il est quand même aussi symptomatique du coup d'une vigilance que nous représentons nous dans le débat municipal parce que si on est ultra minoritaire, il n'empêche que ça a ébranlé beaucoup de membres de la majorité hein, et en off, beaucoup nous ont dit vous avez eu raison et nous reconnaissent nous dans notre prise de position politique une certaine constance dans la façon dont on ne peut pas complètement renier ce pourquoi on a un engagement politique et on a été élu par des Bordelaises et des Bordelais. Donc voilà, c'est un exemple, mais c'est un exemple un peu symptomatique. Voilà. Et j'ai même cité, dans mon intervention, j'ai cité la ville de Lyon, qui est dirigée aussi par un écologiste. Et la ville de Lyon a fait une grande campagne d'affichage pour le service public, avec écrit en gros Vive le service public. Et en petit, le maire de Lyon a écrit quand tout sera privé, on sera privé de tout. Et j'ai cité cette phrase de l'affiche de Lyon. Alors ça les a évidemment, ça leur a fait mal. Dans mon intervention, expliquant le vote contre de notre groupe. Euh, voilà, donc ça c'est un exemple. Donc vraiment pour répondre à ta question, oui, il y a une grosse différence hein, entre un mandat d'élu majoritaire et un mandat d'opposition. L'élu majoritaire va devoir aussi défendre la politique de la mairie. Le maire adjoint, et singulièrement moi qui suis maire adjoint de quartier, et j'ai le plus grand quartier de Bordeaux en géographie, et le quartier le plus divers, et le quartier avec peut-être pas le plus grand nombre d'habitants, j'ai 40, entre 36 et 40 000 habitants le plus grand quartier, c'est Codéran, 42 000 habitants, mais quand même un des quartiers à la fois avec le plus de difficultés sociales, puisque j'ai plusieurs QPV, quartiers politiques de la ville, dans le territoire de mon quartier, une grande hétérogénéité et de nombreux projets de développement encore dans mon quartier de Bordeaux-Nord. Et donc, quand on est maire de quartier, on doit à la fois accompagner tous ces projets dès lors qu'ils vont dans le sens de la feuille de route municipale majoritaire, mais aussi accompagner la déclinaison de la politique du maire sur toute une série d'aspects. Ça ne serait pas compris que j'utilise ma casquette de maire de quartier pour ne pointer que mes désaccords avec le maire de Bordeaux. Non seulement ça ne serait pas compris, mais ça serait contre-productif et ça serait évidemment ni loyal ni efficient.
Donc, qu'on trouve le juste milieu entre ce que l'on peut faire dans le débat interne à la majorité, notamment dans les comités de pilotage internes à la majorité, les séminaires euh, et les discussions que l'on peut avoir sur des sujets en interne à la majorité. Et puis, ensuite, comment, vis-à-vis des habitants et de la déclinaison de la politique municipale, on déroule une politique dans laquelle nous assumons notre place. C'est bon, Vincent? OK. Michel, éventuellement? Oui, je veux bien prendre la suite. Euh, alors, Vincent et moi, nous nous sommes connus principalement à l'époque où qu'il a évoqué, où il était secrétaire départemental de la FSU et où j'étais moi-même militant syndical puisque j'étais secrétaire général du SNES Aquitaine et j'ai fort apprécié à l'époque le travail et les qualités de Vincent. Je peux dire que je le dis sans aucune flagornerie, mais vraiment parce que c'est tout à fait ce que je pense. Alors, j'en viens, ma question est tout à fait dans le prolongement celle de l'autre Vincent et de ce que tu viens de dire. Elle porte sur les relations à l'intérieur de cette majorité diverse, plurielle, comme on disait autrefois. Je suis convaincu que par ton action et celle du groupe que tu représentes, pas mal de dossiers ont avancé et avancent dans la municipalité de Bordeaux. Il y en a certainement aussi un certain nombre d'autres dossiers sur lesquels les choses bloquent. Et alors, j'aimerais savoir un peu comment ça se passe de ce point de vue-là. Ça me semble intéressant parce que dans une grande ville comme Bordeaux, dirigée par une gauche diverse, c'est quand même une expérience tout à fait intéressante dont on peut peut-être tirer des leçons et des conclusions à d'autres niveaux. Donc, il n'est pas inutile de savoir comment les choses se passent, comment on peut effectivement vivre cette diversité, être efficace et faire avancer des dossiers malgré les obstacles et les difficultés qui, j'en suis sûr, ne manquent pas. Voilà. Alors, je voulais avoir ton sentiment là-dessus. Voilà, tout à fait. Merci Michel, déjà pour les compliments de la période FSU, où tu as joué un rôle moteur et fondamental aussi avec tes responsabilités académiques et nationales de l'époque. Mais c'était une expérience vraiment enrichissante, je pense, pour tous, hein, parce qu'on tu avais connu la FEN, j'avais connu également la Fédération de l'éducation nationale. Et c'est pas évident de créer quelque chose et de devenir majoritaire dans un monde qui était pas simple. Euh, sur ta question, oui, on est dans une diversité d'approches avec donc des militants écologistes, des militants socialistes. Nous sommes trois communistes et des sociétés civiles. On a la moitié de la liste qui est issue de la société civile. Alors la société civile, c'est évidemment le maire qui est allé la plupart du temps les chercher, ou les amis du maire sont allés solliciter des sociétés civiles, donc ils sont très proches des données du militantisme écologique du maire de Bordeaux. Mais ils ne sont pas engagés à Europe Écologie Les Verts, ils n'ont pas de carte, ils sont société civile. Euh, voilà comment on fonctionne. On a un comité de pilotage, un comité politique qui se réunit une fois par semaine. Donc, c'est le président du groupe, donc c'est Olivier Scott, mon ami Olivier, qui, en tant que président, participe à ce comité politique qui réunit donc le maire, une partie du cabinet et chaque responsable de formation politique majoritaire. Ce comité politique prend les sujets qui peuvent donner lieu à débat. J'ai parlé tout à l'heure des crèches, mais il peut y avoir d'autres sujets. Actuellement, on est en plein sur les arbitrages budgétaires, on va avoir le vote du budget à définir, et dans ce budget, évidemment, des priorités à donner dans un contexte où les besoins sont de plus en plus forts et les possibilités des collectivités territoriales de plus en plus réduites. Donc, on a
on a des arbitrages à faire, à la fois en termes de fonctionnement, mais aussi en termes d'investissement. Et donc, ce sont ces sujets-là, parfois délicats, qui nécessitent de se mettre d'accord avant. Y a-t-il des points sur lesquels on pense que il y aurait besoin d'être, comment dire, d'être encore plus force de proposition pour accompagner une politique municipale qui se dit de gauche? La réponse, elle est oui. On pourrait être beaucoup plus fort sur un certain nombre de secteurs qui nécessitent aujourd'hui, dans la réponse aux besoins, d'investir davantage et de donner des signes encore plus forts aux Bordelaises et Bordelais. Je vais citer quelques exemples de sujets sur lesquels on a du mal à répondre à la demande et à déployer notre politique. C'est le sujet d'une partie des services publics liés au scolaire et au périscolaire, où les retards ont été tellement forts ces dernières mandatures, et la demande des familles jamais aussi forte qu'aujourd'hui, depuis notamment la crise Covid, le télétravail, etc., où la ville a du mal à faire face aux besoins de créer des postes dans les associations déléguées pour assumer la compétence du périscolaire pour les centres de loisirs, le mercredi, les vacances, etc. Ça, c'est un sujet de service public. Est-ce que, oui ou non, demain, on décide de mettre l'accent sur ce domaine-là au détriment d'autres actions? C'est des vrais sujets que nous, le groupe communiste, nous souhaitons, nous voulons porter. Sur l'aspect économique, même si ce n'est pas une compétence ville, c'est plutôt une compétence métropolitaine et régionale, sur l'aspect économique, on est force de proposition pour que la volonté écologiste de se réapproprier le transport par le fleuve, par bateau, aille jusqu'au bout de ses ambitions. On est force de proposition pour multiplier l'accès au bas de cube en créant de nouveaux pontons métropolitains. On est force de proposition dans le cadre d'une nouvelle économie du fleuve pour porter la desserte par bateau de marchandises que l'on appelle les marchandises ensuite du dernier kilomètre, permettant d'avoir des bateaux grues débarquant des marchandises plutôt que de faire venir des dizaines de camions en centre-ville, utilisant le fleuve pour ce transport de marchandises et ensuite travaillons le dernier kilomètre avec des modes apaisés de fourniture de marchandises, de livraison de marchandises dans les artères commerçantes, notamment par des véhicules électriques ou des triporteurs. Comme ça se fait, il y a eu un reportage il n'y a pas longtemps sur Strasbourg et Lyon. Ça se développe très fortement dans ces deux grandes villes, elles aussi dirigées par des maires écologistes. Sur les aspects politiques municipales, je l'ai dit tout à l'heure, par exemple des crèches, on est très soucieux et force de proposition pour que le service public municipal garde ses missions en régie directe plutôt que de les déléguer. On est assez vigilant et du coup, on est plutôt en phase avec les organisations syndicales sur ces questions, mais malheureusement un peu seul sur plein de domaines, hein. J'ai parlé tout à l'heure du périscolaire. Le périscolaire, c'est vraiment symptomatique, hein. La politique de Bordeaux, ça a été de déléguer à des associations financées par la ville toutes les activités d'accueil et de loisirs, alors que d'autres grandes villes les gèrent en direct, en service public municipal, avec des salariés à statut, éducateurs sportifs, animateurs, etc., qui sont payés directement par les villes. Donc là, c'est quelque chose qu'on essaie de faire bouger petit à petit avec mon collègue, mais je ne vous cache pas que c'est une grosse machine. Voilà, et que je pense que ça va mettre du temps en tout cas. Il faudra qu'on ait un autre rapport de force dans la majorité municipale pour y arriver. Après, il y a d'autres sujets sur lesquels nous, on n'a pas d'hésitation à accompagner la politique municipale, des sujets qui défraient souvent la chronique parce que parfois mal compris par les habitants. C'est tous les sujets liés à la ville et la façon d'appréhender la ville par une nouvelle écologie urbaine. Donc, c'est les questions de circulation, les questions de mobilité douce, les questions de stationnement, les questions de végétalisation des rues et des artères,
où là, objectivement, on a des choses qui se font à Bordeaux, parfois jugées un peu à la hussarde, au forceps, mais qui, là je le vois dans mon quartier, ont une très bonne résonance avec les populations et tout milieu social confondu. On pourrait penser que c'est que les bobos qui sont intéressés à ça, mais pas du tout. Euh, sur les aubiers, où je vais évidemment régulièrement, ben, les aubiers ont été parmi les quartiers les plus mobilisés pour sauvegarder les jardins familiaux qui étaient menacés d'être fortement réduits par l'équipe municipale précédente. Et ils sont très mobilisés pour garder, développer la ferme pédagogique, qui est un outil assez unique à Bordeaux-Nord et à Bordeaux en général, avec vraiment la volonté de planter, d'apaiser, d'adoucir. Ils sont mobilisés pour des espaces piétons. Euh, il faut, voilà, je pense que là, notre politique aujourd'hui, elle est, je pense, assez ouais, construite, partagée, etc. Voilà. Et dans mon quartier, singulièrement, il y a beaucoup de projets de ce type. Alors, ce pas des projets que moi j'ai initiés, c'est des projets sur lesquels des habitants se sont mobilisés et que j'ai permis d'accompagner et de faire accompagner nos services, à la fois métropolitains et ville de Bordeaux. Voilà, certains disent je suis un des maires de quartier des plus écologistes, euh, mais je le revendique au sens que l'écologie n'appartient pas, n'appartient pas à une formation politique. L'écologie, c'est aussi l'identité de tous ceux qui, par la sauvegarde de la nature, sont animés par la sauvegarde de l'espèce et du coup le droit de l'homme et l'humain d'abord. Donc, pour moi, il n'y a pas de différence entre une bataille sur l'humain d'abord et une bataille sur la planète d'abord. D'ailleurs, on dit dans nos slogans, le PCF, l'humain et la planète d'abord. Là, je suis très, très à l'aise sur ces questions-là, même si vous doutez bien que mon étiquette a plutôt tendance à marquer des choses qui sont plus identitaires à la vocation sociale et économique de ce que porte le PCF dans des quartiers populaires. Mais voilà, je ne fais pas pas faire de hiérarchie. Il n'y a pas de, il n'y a pas de combat et d'investissement noble et des combats secondaires. Moi, je considère, un peu comme je le disais tout à l'heure en prenant mon exemple de militant dans la cité des Aubiers quand j'avais 25 balais, je considère que tout ce qui va mettre en situation les citoyens de réfléchir à leur environnement, la proximité, leur cadre de vie le vivre ensemble, pour moi, est porteur d'une humanité indispensable aujourd'hui où des fractures continuent à s'agrandir et où nous avons des forces politiques qui pointent leur nez et qui, au bout du chemin, attendent le fait divers pour que les citoyens se combattent entre eux. Donc soyons, voilà, moi j'ai une vision plutôt pragmatique et optimiste des choses en termes de gestion locale des politiques publiques. Après, il faut évidemment faire de la politique. Samedi prochain, à l'initiative du département, il va y avoir une grande mobilisation des élus pour dénoncer euh, les difficultés de nos territoires par rapport aux politiques nationales où le service public est menacé. Donc, c'est des mobilisations politiques où on permet aux citoyens de prendre un peu de hauteur par rapport à un besoin de nouvelles orientations gouvernementales en faveur des collectivités territoriales. Donc, ça, évidemment, il faut le faire. On le relaie et nous avons souvent au conseil municipal de Bordeaux des interventions avec Olivier Scott qui, justement, sont plus politiques. Du temps de Juppé, on ne pouvait pas les faire parce qu'il nous empêchait de parler de politique nationale. Là, avec Pierre Hormic, on peut développer un certain nombre de sujets qui peuvent relever de la politique nationale. Et, euh, et c'est bien de le faire parce qu'à un moment donné, une commune n'a pas toutes les clés de réponse aux besoins et malheureusement, c'est pourtant elle qui va prendre de plein fouet la souffrance et l'aggravation des conditions de vie des populations. Vincent, si tu peux prendre le relais là 2 minutes. Florent, oui, t'inquiète pas. Ton micro, Vincent.
Désolé. Donc oui, je vais prendre le relais en, en me félicitant des réponses, de la question, des questions de Michel et des réponses extrêmement approfondies de Vincent. Vous m'entendez cette fois-ci ou pas? Oui, oui, oui. Bon, d'accord. Et puisque je dois prendre le relais de Dominique, je vais me lancer dans une question subsidiaire, euh, mais qui me tient à cœur, comme tu le sais, Vincent, c'est-à-dire la question et qui te tient à cœur aussi, je le sais, des noms, parce que autour des noms de rues, de places, de lieux, nous le savons bien, il y a un enjeu qu'on pourrait appeler idéologique très important. Voilà. Donc, si en quelques mots, tu peux évoquer ton action et, si je puis dire, tes résultats, parce qu'apparemment, si je ne m'abuse, tu en as eu un certain nombre très encourageants. Oui, oui, merci. Alors, c'est effectivement quelque chose qui est porté plus par Olivier Scott dans le cadre de sa délégation euh, autour des questions des droits. Il y a une commission biographie dans laquelle euh, Olivier est présent régulièrement, dans laquelle les maires de quartier sont invités dès lors que des nominations concernent leur quartier. Et commission biographie dans laquelle nous essayons de jouer un rôle avec Olivier permettant de rattraper des décennies de retard dans la façon de faire vivre une mémoire culturelle, politique, internationaliste, pacifiste sur sur la ville de Bordeaux. Euh, c'est c'est une commission qui a des personnes qui étaient déjà dans la commission du temps d'Alain Juppé. Donc, ce n'est pas une commission forcément très progressiste parmi les membres autorisés qui sont autour de la table, mais les élus qui sont présents sont évidemment des élus d'aujourd'hui avec l'étiquette politique de gauche que nous représentons. Donc, on a un certain nombre de sujets qui sont traités, qui avancent. La question, notamment autour de la mémoire de la traite négrière, d'un sujet qui avance avec un gros investissement de notre camarade Olivier Scott. Euh, on a de bonnes relations avec le Centre d'histoire sociale de la CGT qui a fourni des listes. Espace Marx, avec ton travail, Vincent, a aussi alimenté la liste d'hommages avec des noms qui n'y figuraient pas et qui désormais figurent sur la liste d'hommages. Euh, et donc, du coup, ça rétablit, ça rééquilibre un petit peu. Pour moi, c'est pas suffisant. Ne sont pas encore dans la liste d'hommages tous les représentants de ce patrimoine du XXe siècle, générateur d'émancipation par notamment la culture. Il n'y a pas Aragon, il n'y a pas si, il y a Elsa Triolet à Lyon. Il n'y a pas Aragon, il y a pas Éluard, il y a pas Picasso. Voilà, on a plein de grands artistes dont les noms sont dans toutes les villes de France, sauf à Bordeaux, pour lesquels il y a besoin, me semble-t-il, de corriger, de changer de braquet. Et après, moi, j'ai pu, au niveau de mon quartier, faire entrer des nominations qui vont dans ce sens-là. J'ai Patrice Lumumba qui va avoir son nom à côté de l'école Nelson Mandela, dans le nouveau quartier de Ginko. J'ai, euh, mince, comment elle s'appelle ah, la combattante d'origine allemande Ah des, oui, des des années 30-40. Mince, oh là là, je l'ai sur le bout de la langue. Euh, comment elle s'appelle cette femme? C'est pas Rosa Luxembourg, je sais plus, ça me reviendra. Qui du coup va donner son nom à une des rues du nouveau quartier de Ginko également. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que ce sera une part du quartier Ginko qui est composée de voies privées. Donc en fait,
il y aura le nom Clara Zetkin. Il y aura Ah, le nom oh, de ouais, génial. Clara Zetkin dans le quartier de voie privée de ceux qui vont, voilà, qui auront les moyens d'acheter un bel appartement face au lac. Ouais. Ben, ils sont obligés de dire qu'ils habitent rue Clara Zetkin. Euh, donc, c'est plutôt la symbolique est sympa. Et là, prochainement, au conseil municipal, je vais honorer deux noms. Un nom du 21e siècle qui s'appelle une femme investie dans le quartier de Bacalan qui s'appelle Rolande Ménard, qui était une des créatrices de la régie de quartier de Bacalan, du club de prévention spécialisé, créatrice également de l'association d'aide alimentaire Gargantua. Voilà, une sympathisante, elle signait les appels parfois à voter pour moi, tout en étant plutôt d'obédience socialiste. Voilà, une femme qui a vraiment marqué le quartier. Tout à l'heure, je parlais des mobilisations du quartier. Ben, elle était à nos côtés. Donc, cette femme va être honorée à l'occasion de la nomination d'une voix qui va accueillir au mois de décembre une maison qui s'appelle le Pavillon Bleu, qui hébergera et l'association Gargantua et le Secours Populaire. C'est la première fois que le Secours Populaire va avoir un lieu dans le quartier de Bordeaux-Nord. Et du coup, la voix qui va nommer ce lieu s'appellera la voie Roland Ménard. Donc, ça passera au prochain conseil municipal. Et un autre exemple, c'est sur l'aspect international, Cienfuegos, la ville qui a été créée par des Bordelais en 1819, va faire l'objet d'une reconnaissance par la dénomination d'une promenade qu'on va inaugurer là, dans les jours qui viennent, qu'on va ouvrir pardon, dans les jours qui viennent, qui est la promenade qui part du pont Chabandelmas, côté rive gauche, et qui va jusqu'aux écluses. Donc, c'est le derrière de l'entreprise Cdiscount. On vient d'aménager une belle promenade, avec de nouveaux éclairages, nouvelles plantations, une réflexion pour avoir un vrai belvédère sur la Garonne et sur le pont Chabandelmas. Mais cette promenade, elle va être appelée promenade de Cienfuegos, en hommage à la ville de Cuba, Ouais. créée par des Bordelais il y a 200 ans. Et dans les arguments qui m'ont servi à convaincre la commission comme je le disais tout à l'heure, n'est pas forcément très attentive à cette histoire de solidarité internationale, il y avait le fait que mon quartier a déjà des noms qui symbolisent le commerce de Bordeaux avec les pays d'Amérique ou d'Afrique, le quai du Sénégal, le quai du Maroc, la rue de New York. Voilà. Donc, du coup, au milieu de tous ces noms qui permettent de voyager, ben, il y aura la promenade de Cienfuegos dont on fera l'inauguration, j'espère, avec des autorités de Cuba et qui donnera lieu à un panneau explicatif expliquant la singularité de cette histoire commune entre Bordeaux et Cuba, qui donc permettront aussi aux visiteurs de comprendre ce lien original avec la ville de Cienfuegos. Voilà, j'ai juste pris ces deux derniers exemples. Après, il y a d'autres choses qui sont, je sais, travailler avec Olivier, notamment Joseph Epstein, Manoukian, toute une série de noms issus de la résistance qui sont également en discussion et déjà présents sur la liste d'hommages. Et si, et j'aimerais bien que le nouveau collège de mon quartier, qui est le collège du Lac, qui pour l'instant s'appelle Collège du Lac, porte le nom d'une femme de la Commune de Paris qui n'est pas encore honorée à Bordeaux. Je sais que vous y aviez pensé, certains y avaient pensé pour le pont de Pierre ou pour l'avenue Stalingrad. C'est pas Stalingrad, le pont de Pierre. C'est Louise Michel. Donc voilà, Louise Michel, j'aimerais qu'elle soit honorée sur mon quartier. Pourquoi? J'ai oublié quelqu'un d'autre, mais j'en parle après. Pourquoi Louise Michel? Parce que les collèges de mon canton, du coup, là, je prends ma casquette départementale, sont Blanqui, Auguste Blanqui, Édouard Vaillant. Ça fait deux. Non, après, c'est Grand Parc, il n'est pas encore nommé. Et donc, il y aurait Louise Michel. Et je pense que ça aurait du sens d'honorer la commune sur Bordeaux-Nord par Louise Michel. Mais un autre nom peut être attribué, un autre site peut être attribué à Louise Michel, il n'y a pas de souci. L'essentiel, c'est qu'elle est un site. Voilà, je sais que mes collègues pensent également à une école, pourquoi pas une école Louise Michel. Mais bon, c'est en discussion. Et enfin, Ambroise Croizat. Ambroise Croizat n'était pas honoré à Bordeaux. Il va être honoré au bassin à flot. Il va donner son nom au cours du raccordement.
Le cours du raccordement est le cours qui part de la rue Lucien Faure, en face du cinéma UGC, et qui passe devant le collège, Édouard Vaillant, justement, et qui va ensuite jusqu'au cours Saint-Louis. Ce cours du raccordement, je trouvais le nom un peu simpliste, et c'est à la commission de biographie que le responsable des archives métropolitaines m'a donné l'explication. En fait, c'est pas un nom complètement absurde, parce qu'en fait, c'était le raccordement les rails, par rail, de l'activité des bassins à flot vers la ligne SNCF de la gare Saint-Louis, l'ancienne gare Saint-Louis. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé cours du raccordement, parce qu'il y avait un bout de ligne avec des rails qui raccordait l'activité portuaire industrielle des bassins à flot au réseau SNCF. Donc, pour ne pas dessaisir ce lieu de l'origine du cours de raccordement, j'ai proposé à la commission biographique, qui l'a accepté, que le cours du raccordement s'appelle Ambroise Croizat. Donc, ce sera le cours de raccordement Ambroise Croizat. Et là, évidemment, on fait le pont entre l'activité humaine industrielle avec ce qu'apportait Ambroise Croizat par l'humain d'abord, par la sécurité sociale. Donc, ça va tout à fait ensemble. Donc, c'est parfait, à mon sens. D'autres questions? Juste peut-être revenir un petit peu sur ce que tu nous as évoqué dans ton parcours militant et le lien que tu as fait avec effectivement ton travail d'élu. Donc, tu nous as parlé évidemment des contradictions qui existaient entre ce que tu portes en tant que militant communiste, élu communiste, et puis le fait d'être dans une majorité qui ne partagent pas forcément les mêmes axes, je dirais, prioritaires en termes de développement humain et social. Et c'est vrai que c'est intéressant de faire partager la manière dont on articule cette façon de participer à la transformation de la société, sans rien renier de ses convictions, tout en travaillant, je dirais, les contradictions auxquelles on est confronté. Est-ce que tu peux revenir un petit peu là-dessus, simplement pour montrer qu'il n'y a pas une contradiction absolue, je dirais, à se retrouver. Par contre, c'est une nécessité de construire une majorité. On est dans une période où ces questions-là, elles se posent. Mais en plus, c'est aussi la manière dont on vit nos rapports avec le reste de la société. Tu en parlais d'ailleurs de la diversité humaine et sociale que tu vivais dans ton quartier et tout ce que tu rencontres à la fois aussi en tant qu'élu. Tu ne tries pas, je dirais, les interlocuteurs avec lesquels tu parles et avec lesquels tu travailles. Après mon élection à maire de quartier, j'ai fait une réunion associative avec l'association Vie et Travail à Bacalan, composée de beaucoup de militants communistes. Et je me rappelle avoir surpris les membres lorsque j'ai dit, ce n'est pas parce que vous avez un maire de quartier communiste qu'il faut vous priver, en tant que citoyen, de faire monter des exigences et d'obtenir que ces exigences elles soient réalisées. Donc, ne vous censurez pas, ne cherchez pas à protéger l'élu minoritaire dans la majorité, faites monter les exigences. Je vais donner un exemple. Il y a 2 jours, il y aura peut-être un reportage à la télé d'ailleurs aujourd'hui ou demain, France 3. Il y a 2 jours, les habitants des Aubiers m'alertent sur l'absence de chauffage depuis la mise en chauffe, depuis que les froids arrivent, là, depuis le mois de novembre. 3 semaines sans chauffage, avec un chauffage dégradé. Les habitants, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'adressent à moi. Monsieur Morin, est-ce que vous pouvez nous aider? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est pas possible. Domo France nous respecte pas. Ça fait chaque hiver c'est pareil. Ça met des plombes à se mettre en chauffe. On paye nos loyers. On n'a plus envie de payer. Qu'est-ce qu'on peut faire? Là, j'ai deux attitudes de maire de quartier. La première attitude, ce que font la plupart de mes collègues, ils prennent leur téléphone et ils appellent le responsable de Domo France pour lui demander qu'est-ce qui se passe. Faudrait peut-être que vous regardiez à travailler ces besoins des habitants et apporter des réponses adaptées. Et la deuxième attitude, c'est de dire aux habitants, vous avez raison de vous mobiliser et ne vous privez pas de vous mobiliser largement. Et là, il y a une adhérente du parti, d'ailleurs,
qui me dit, oui, oui, Vincent, tu as complètement raison. Je n'osais pas te donner la pétition, mais on a déjà fait la pétition. Mais je lui dis, c'est très bien. Pétition, tu vas me la donner. Je vais, moi, la scanner. Je vais dire que les habitants me l'ont remise à l'occasion de mon déplacement dans la cité. Et je vais faire en sorte d'aider à faire vivre la pétition pour que vous ayez les réponses appropriées. Euh, Qu'est-ce que je fais? Je me déplace au cœur de la cité. J'ai pas fait que interpeller le gars de Nomo France. Je l'ai interpellé, mais du coup, il me dit, Monsieur Morin, on est à votre disposition. S'il faut qu'on vienne discuter avec les habitants, on viendra. Je lui dis, c'est pas il faut, c'est vous devez. Donc oui, je vais dans la cité, moi, discuter avec eux. Et si vous pouvez m'accompagner, c'est pas mal, c'est votre rôle. J'ai fait une réunion en bas de cité avec une trentaine de personnes, évidemment en colère, qui en ont mis plein la tête à Tomo France. Euh, et moi, j'ai joué le rôle d'élu qui voulait que les solutions soient trouvées tout en respectant les points de vue des uns et des autres. Et le point de vue technique du gars de Domo France, il fallait évidemment l'écouter, puisque ce n'était pas la volonté de Domo France d'empêcher que les habitants aient du chauffage. C'était une incapacité à mettre en place les solutions techniques rapidement pour que le prestataire de Domo France, là aussi on est sur un système de prestation, c'est jamais des gestions directes, même dans le privé, que le prestataire de Domo France fasse le job. Et il se trouve que, profitant de ma venue, le prestataire est arrivé. Et du coup, j'ai pu faire mesurer aux habitants eux-mêmes la nature des difficultés. Je les ai fait rentrer dans le local technique où, effectivement, les gars m'expliquaient c'était une question de tuyaux qui avait été mal mis l'année dernière et qu'il fallait revoir cette année, même truc tout con, mais qui du coup était un vrai problème technique. Une nécessité de modifier une question de flux d'un tuyau qui arrive d'une chaudière biomasse et qui ensuite vont être dans une sous-station qui va ventiler l'eau chaude dans tous les appartements. Et donc, j'ai fait cette démonstration à la fois d'autorité en faisant que les responsables de Domo France sont venus, et j'ai même réussi à faire venir quelqu'un que je ne pensais pas qu'il viendrait, le directeur de toute la gestion immobilière de Domo France, qui s'est déplacé. Donc, voilà, j'avais annoncé ma venue à 11 heures pour 13 heures. Mais en 2 heures, il a trouvé le moyen de bouger son agenda. Il est venu discuter, écouter les habitants. Et j'ai pu du coup m'appuyer sur la mobilisation des habitants pour user aussi de mon autorité municipale afin que les choses avancent. Et les choses sont en train d'avancer puisque le chauffage est en train d'être remis progressivement. Alors pourquoi je disais il va y avoir les médias? Parce que du coup, le Conseil citoyen des Aubiers euh, a été un peu pris de vitesse par mon intervention. Je suis peut-être allé trop vite euh, aux yeux de certains. Dans les certains, c'est pas des amis à nous, vous doutez bien. Et donc, ils veulent avoir le dernier mot et du coup faire venir la presse pour dire que euh, le chauffage va être remis, mais trop progressivement et pas assez vite. Machin. Mais bon, c'est normal, je critique pas. Nos camarades qui sont dans ce conseil citoyen disaient quand même, Vincent, c'est toi qui as fait le boulot, c'est pas normal que ce soit le conseil citoyen qui récupère. Je dis non, il n'y a pas de problème. Le conseil citoyen, il récupère une action populaire, une action majoritaire de citoyens. Et les gens ne sont pas dupes. Ils voient que j'ai joué mon rôle en tant que maire de quartier et il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de préséance à avoir. L'essentiel, c'est qu'à un moment donné, le problème, il avance. La résolution du problème avance. Voilà, et ça, c'est un exemple très, très concret, plutôt de réussite. Après, j'ai des exemples d'échecs. Quand la ville de Bordeaux a décidé, sur la base de ce qu'avait lancé l'ancienne majorité, de transférer une résidence personne âgée du quartier de Bacalan vers le quartier du Lac, Ginko, et que les habitants de Bacalan ne voulaient pas déménager, là, j'ai été battu. J'ai été battu malgré la pétition des locataires. J'ai été battu sur l'autel du coup des choses qui étaient lancées par l'ancienne majorité pour lesquelles on n'avait pas d'espace de réaction pour, du coup, se doter d'une résidence personne âgée supplémentaire. Ce n'était pas du tout dans les, dans les tuyaux de développer, de construire ou de mettre à disposition de nouvelles résidences en plus de celles qui existaient. Donc, en fait, c'était juste un transfert qui était acté. Et là j'avoue avoir été battu malgré des articles dans le journal de Bacalan, du quartier. Voilà. Mais là, j'étais battu du coup plus en interne qu'en externe, parce que les gens savaient que j'avais défendu du mieux que j'ai pu la revendication de pouvoir avoir une résidence de personnes âgées supplémentaire
sur Bordeaux-Maritime. Mais là, je ne l'ai pas dit encore, mais on est avec la vision globale de Bordeaux, on est 8 quartiers et la vision du maire et du cabinet, et de la première adjointe qui est responsable du budget, c'est d'être vigilante à ce qu'il n'y ait pas des quartiers avec beaucoup de nouvelles réalisations par rapport à d'autres qui stagneraient. Et il se trouve que moi, mon quartier, compte tenu de son agrandissement, fait l'objet de beaucoup de projets. Moi, j'ai une bibliothèque neuve, je vais avoir un gymnase tout neuf, j'ai eu 2 écoles, j'ai une résidence personnes âgées, certes, qui a été déplacée, mais qui du coup s'est agrandie avec une vingtaine de lits supplémentaires. J'ai quand même, dans la façon dont le quartier Bordeaux-Maritime se construit, des choses plutôt positives. Je vais avoir une aire de jeu pour enfants magnifique. Ça va être une des plus belles aires de jeu de Bordeaux. J'ai plein de choses. La promenade autour des bassins à flot qui va se faire pour les piétons et les cyclistes. Voilà, évidemment plein de choses. Et donc, voilà, ça crée forcément, à un moment donné, pas des jalousies, mais en tout cas, voilà, de la part des autres quartiers, ils se disent, mais pourquoi toujours à Bordeaux-Maritime et nous, et nous, et nous. Voilà. Mais moi je suis, du coup, moi, je suis dans mon rôle de défendre mon quartier. Je suis maire du quartier, c'est pas pour baisser le niveau des ambitions. Au contraire, moi, je monte le niveau des ambitions. Je vais avoir un city-stade. J'ai fait une réunion publique là, il y a 2 jours, 3 jours, sous la pluie, avec les jeunes, pour la rénovation d'un city-stade. Tous les quartiers aimeraient bien avoir un city-stade rénové. Ils ne l'auront pas. Moi, je vais l'avoir, voilà, parce que j'ai mis la pression, les jeunes ont mis la pression, j'ai mobilisé les clubs de prévention spécialisés, voilà, et je leur ai donné la parole en direct. Et j'ai obtenu le relais du monde associatif. Donc, voilà, tout ça c'est effectivement une façon de travailler les projets malgré les difficultés d'arbitrage budgétaire et les priorités décidées par la ville, plutôt en dynamisme. Moi, je suis plutôt pour la dynamique. Je vais vous donner un dernier exemple. On doit avoir un nouveau gymnase pour lequel je me battais quand j'étais directeur de l'école Charles Martin, donc c'est depuis les années 2000. Au bout de 20 ans, on a décidé au plan prévisionnel d'investissement de mettre ce gymnase en prévision, en construction. Les projets que nous font les services sont des projets à minima, et pour des questions budgétaires et pour des questions du risque inondation. Et donc, ils voulaient faire rapidement une réunion publique pour présenter des projets qui ne correspondent pas à ce que les associations sportives souhaitaient. Du coup, c'est moi qui ai freiné. J'ai dit non. On ne va pas présenter aux habitants un projet qui va faire l'objet uniquement de frustration et de critiques, dès lors qu'on peut se donner peut-être un peu plus de temps pour améliorer le projet, et du point de vue de l'investissement budgétaire et des fonds qu'on doit trouver en plus, et du point de vue de l'évolution du risque inondation, du plan de risque inondation, qui évolue tous les 2 ans, et qui peut-être, dans 2 ans, nous permettra d'être plus ambitieux en termes de construction de nouveaux gymnases, plutôt qu'un préau sportif tel qu'aujourd'hui les services veulent le faire. Mais du coup, je vais assez loin, parce que du coup, je suis prêt à retarder un projet attendu depuis 20 ans pour que ce projet soit 100% valable pour les habitants et les praticiens, que ce soit scolaire ou club. Voilà, ça, tout le monde ne peut pas le faire. Moi, je peux le faire parce que j'ai une autorité de terrain qui fait que c'est moi qui ai lancé cette demande il y a 20 ans, et qu'aujourd'hui, je suis en situation de la faire sortir de terre par nos arbitrages politiques. Mais voilà, ça, c'est la complexité aussi de l'articulation entre ce qu'on doit et ce qu'on peut, le doit et le peut. Euh, voilà, et tout ça dans un contexte, vous vous doutez bien, où l'argent ne coule pas à flot. Donc, faut réussir à trouver des justes milieux dans tous ces arbitrages. Merci Vincent. Est-ce que l'autre Vincent ou Michel ont envie de poursuivre? Sinon, je trouve que tu nous as donné plein de pistes, plein d'éléments d'expérimentation, je dirais sur une façon, je ne sais pas si elle t'est particulière, ou en tout cas si ta culture communiste lui donne un sens original, et fait qu'elle nourrit une pratique qui permet, je dirais, aux gens, aux associations, à tous les acteurs de s'impliquer dans leur vie quotidienne. Alors en plus, c'est ton quartier, c'est là où tu as vécu,
tu es porteur aussi de toute cette expérience humaine. Et c'est vrai que ce n'est pas sans retentissement, je dirais, sur les choix politiques qui sont faits et la manière dont tu peux aborder les choses, quoi. Donc voilà, est-ce que tu souhaites nous faire partager une dernière réflexion? Ça ne sera pas forcément la dernière, peut-être on se reverra à une autre occasion et on pourra prolonger éventuellement. Je vais prendre un dernier exemple qui fait aussi la une de l'actualité et qui renvoie à à des questions de société. Euh, c'est la question du sans-abrisme ou du mal-logement. Euh, les grandes villes ne sont pas épargnées par ce fléau pour plusieurs raisons. L'attractivité des grandes villes pour des populations reléguées, soit de la campagne, soit de la région parisienne, qui viennent sur Bordeaux avec l'idée d'un Bordeaux qui sera plus accueillant que d'autres villes. La deuxième raison, c'est l'aggravation de la crise et donc des populations qui, autrefois avaient la possibilité d'accéder au logement social et qui aujourd'hui n'ont pas cet accès faute de logements disponibles. Pas faute de revenus, mais souvent de logements disponibles. Donc on se retrouve avec une accumulation de travailleurs pauvres qui vivent dans leur voiture ou qui vivent dans les foyers, ne pouvant pas accéder au logement social. À cela s'ajoute le phénomène des squats de populations européennes venant de pays d'Europe centrale, qui du coup viennent aussi sur Bordeaux, à la fois pour participer à l'économie saisonnière notamment des châteaux viticoles, euh, et aussi pour faire profiter leur famille de ce que représente une ville avec des droits, des acquis autour de l'éducation, de la santé, etc. Et donc des populations qui viennent assez nombreuses euh, dans des squats qu'ils aménagent où ils peuvent, donc ils construisent des bidonvilles. Et aujourd'hui, la politique de l'État sur ce sans-abrisme, qui est une compétence première de l'État, n'est pas à la bonne hauteur de l'aggravation des choses. Et donc, on se retrouve avec des squats qui sont évacués les uns après les autres et qui, singulièrement depuis le mois d'août, se retrouvent regroupés sur mon quartier, sur Bordeaux-Nord, à côté de la base sous-marine, à côté sur l'ancien site du GAN au stade, sur des zones privées ou publiques de la zone d'activité de Bordeaux-Nord. Et donc un nombre de squats, sans compter certaines maisons qui sont squattées de manière individuelle, important. On a évalué à peu près 500-600 personnes qui vivent dans ces conditions avec des problèmes de cohabitation forts avec les habitants. Il y a eu plusieurs vols. L'actualité, la presse en est fait état sur la banque alimentaire qui s'est fait plusieurs fois cambrioler. Alors évidemment, on n'a pas, faut pas faire le lien de cause à effet avec ces populations. En tout cas, il y a évidemment des concordances de situations qui fait qu'on doit se poser les questions sur cette forme de délinquance qui pèse sur l'état de l'opinion. Vous vous doutez bien qu'aujourd'hui, tout ce qui va faire fait divers et, euh, et sentiment d'abandon ou sentiment d'insécurité est tout bénef pour ceux qui font leur chou gras euh, des difficultés à vivre ensemble et donc du rejet de l'étranger, du rejet de la différence et avec jusqu'à la volonté pour certains de faire la police eux-mêmes. Voilà, on l'a vécu de manière dramatique dans l'Est. Ici à Bacalan, j'ai échappé de peu à un règlement de compte au fusil en direction d'une population qui squattait et qui, en squattant, avait coupé l'électricité de 200 maisons du quartier de Bacalan et 200 maisons d'une partie très populaire du quartier. Et ça a failli se régler au fusil. Donc on marche sur des œufs. Quelle est ma position et là, je reviens, ce sera peut-être aussi une forme de conclusion par rapport à l'introduction. Moi, ma position, c'est une position humaniste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit poser la question de comment se fait-il que notre société, notre Europe, soit aujourd'hui en situation de subir des migrations liées à l'absence de travail ou à la persécution
des populations dans leur pays, c'est le cas des Roms de Roumanie ou de Bulgarie, et que l'État ne soit pas en situation d'avoir une forme de régulation de l'accueil permettant, que d'autres territoires puissent jouer ce rôle de solidarité et que l'accompagnement se fasse aussi en pointant les responsabilités de ceux qui, employeurs, et je parle là des grands châteaux viticoles, employeurs ont peut-être à revisiter la façon dont ils hébergent leurs travailleurs saisonniers dans leur exploitation ou à côté. Et donc, posons les questions politiques de cette économie, entre guillemets, d'exploitation de l'être humain par d'autres êtres humains, puisqu'il y a des réseaux d'exploitation, il y a de la traite humaine de salariés exploités par d'autres, par des prestataires, et posons la question de la place de l'État dans son rôle de contrôle et puis de juste mise en responsabilité de ceux qui vont profiter, in fine, de cette main-d'œuvre. Premier élément. Et deuxième élément, poussons plus loin les dispositifs qui existent déjà et qui nous permettent d'accueillir un certain nombre de familles sur des dispositifs encadrés. On appelle ça les espaces temporaires d'insertion. Ben, j'ai la fierté d'avoir ouvert dans mon quartier, alors que c'est déjà un quartier pas mal touché par la précarité et la pauvreté. J'ai fait le choix de ne pas lésiner sur le fait que mon quartier, bien que déjà touché par la pauvreté, ne pouvait pas rester insensible à la situation de ces familles qui vivent dans la rue. Et donc, on a créé un ETI avec une association partenaire qui s'appelle le Diaconat, avec un financement État, euh, euh, département, métropole et ville, avec 12 chalets qui ont été inaugurés il y a 10 jours et qui permettent à 12 familles d'être dans des lieux évidemment convenables, en face du stade Matmut, donc une espèce aussi de clin d'œil. À un moment donné, on est capable de mettre des millions dans un super stade et voilà, on a réussi à trouver quelques centaines de milliers d'euros pour loger des personnes qui étaient en bidonville. Mais n'empêche que on fait la démonstration du coup qu'on peut avoir une politique raisonnée d'accueil de ces populations. Et mon intervention politique, notre intervention politique, c'est de faire en sorte que ces dispositifs-là soient créés dans le plus d'endroits possible dans le département et que du coup, ces populations qui, in fine, en pourcentage de la population habitante, n'est pas si nombreuse que ça, eh bien que ces populations puissent être accueillies partout et que chaque territoire fasse un effort d'accueil de ces populations. Voilà, je donne juste cet exemple sur l'aspect, à un moment donné, ne pas hésiter sur des débats de société à faire de l'exemple aussi une force d'interpellation et de l'État, mais aussi des citoyens dans leur capacité à rester des êtres humains et des citoyens ouverts au monde et respectueux des droits. Merci Vincent. Écoute, sur ces mots, je te propose de clore cette rencontre. Je te remercie beaucoup parce que c'est porteur de plein d'enseignements et j'espère on va faire plein de petits à partir de cette expérience un peu originale qui va nous permettre un peu de continuer à explorer la société telle qu'elle est et la manière dont on essaye de la transformer avec des expériences différentes dans le monde du travail, dans la vie de quartier et dans une grande ville comme Bordeaux, parce que ce n'est pas un petit détail. Voilà, moi je reste à votre disposition parce qu'il y a un aspect que je n'ai pas abordé, mais qui est la démocratie permanente, qui est aujourd'hui des piliers de l'action municipale. Ça peut paraître parfois brumeux, peu lisible, mais en tout cas, c'est quelque chose d'important qu'il faut qu'on arrive à développer, à améliorer dans notre façon de travailler politique municipale et citoyen. Moi, j'ai une expérience aussi singulière par rapport à mes autres collègues de quartier, c'est que j'anime régulièrement des conseils de proximité. J'ai 5 sous-quartiers dans Bordeaux-Maritime et j'anime des 5 conseils de proximité qui permettent d'avoir un échange avec les habitants sur un espace plus réduit qui correspond à leur lieu de vie. Parce que le conseil de quartier, entre guillemets, obligatoire par la loi que préside le maire de Bordeaux, met trop de distance avec le citoyen. On ne peut pas aborder les choses de manière très fluide. Le conseil de proximité permet cet échange. Donc là aussi, j'ai une expérience plutôt originale sur cette façon de faire vivre du coup les conseils de proximité et du coup de faire avancer les projets. C'est aussi pour ça que j'ai pas mal de projets dans le quartier parce que les citoyens sont régulièrement amenés
à peser sur des choix. Merci Vincent. Attends,